C'est-à-dire, on a beau torpiller ça dans tous les sens. Est-ce que vous y entrevoyez un quelconque soupçon de logique? Ça n'a pas de logique. Vous n'imaginez pas l'amour que nous, les Camerounais de la diaspora, avons envers vous, les Camerounais du pays. Parce que quand on arrive en Allemagne, je ne sais pas, j'ai vécu ma ville, enfin, c'est d'ailleurs mon village, si vous voulez, en Allemagne, c'est Francfort sur le Main, ou Frankfurt am Main, comme on dit là-bas. C'est la capitale financière de l'Allemagne, c'est le siège de la Banque Centrale Européenne, c'est le plus grand aéroport d'Allemagne et c'est aussi l'une des plus grandes gares centrales, en tout cas le carrefour la plus fréquentée du pays avec Hambourg et Munich. C'est une ville qui a absolument tout, elle est superbe, elle est magnifique, elle a de belles infrastructures. Là-bas au centre-ville, vous trouvez le deuxième escalator le plus long du monde. Pas les petits escaliers qu'on vous fabrique à Douala là et vous avez l'impression que vous êtes dans une ville. Voyez d'autres pays et vous comprendrez. Donc là-bas, on aurait pu se dire, ah tiens, je suis arrivé au paradis, je suis chez les Blancs, je peux rester ici toute ma vie, me la couler douce et être tranquille. Non, nous nous sommes compliqués la vie, nous nous sommes rendus la vie impossible, nous nous sommes mis en danger. On est venu au Cameroun au plus fort de la confrontation électorale, on est revenu en Europe, on est sorti de notre zone de confort. Et aujourd'hui, à cause de nos opinions politiques, à cause de nos mobilisations, on n'a plus la possibilité de rentrer sans inquiétude dans notre pays. Ça veut dire que le prix qu'on a payé, il est énorme. Nous avons payé le prix fort parce que nous nous préoccupons de ce que vous vivez là-bas. Nous avons tout à gagner en abandonnant ce combat. On peut rester ici et se dire, ils n'ont qu'à souffrir. On n'a pas coupé l'électricité chez moi depuis que j'ai aménagé ici. On n'a pas coupé l'eau une seule fois. Ce sont des mots qui sont même sortis du vocabulaire. C'est-à-dire parfois quand tu veux parler de ça, il faut que ça te revienne tellement ça n'existe pas. Mais comme là-bas vous ne jouissez pas des mêmes privilèges, comme là-bas vous ne jouissez pas de la même clarté sur les finances, vous voyez en France on vous dit François Fillon, ah une veste de 11 000 euros, ça plombe sa campagne et peut-être c'était même son argent. Vous voyez là-bas en Allemagne, le président de la République, Christian Wolff en 2011, pour une petite affaire de 500 euros. Je dis bien 500 euros. 500 euros. Pourtant, ils reçoivent une indemnité de près de 12 000 euros à la fin de par mois quand ils ne sont plus aux fonctions. Mais pour 500 euros, il a été accusé de prévarication avec un riche homme d'affaires. Ça l'a poussé vers la sortie. Même sa femme l'a quitté, Christian Wolff. Donc, dans ces pays-là où règne une transparence financière de tous les instants, il n'y a absolument pas de problème. Et on se dit, nous qui sommes ici et qui jouissons de ça, on se dit, on veut la même chose chez nous. Est-ce que c'est mauvais de vouloir la même chose chez nous? Est-ce que c'est mauvais de vouloir la même liberté chez nous? La même liberté de parole, la même liberté de pensée, la même liberté de mobilisation et la même liberté financière lorsque quelque chose ne va pas. Il y a un scandale financier qui a éclaté en Allemagne lors de la Coupe du Monde 2006 organisée par l'Allemagne où on accusait aussi bien la politique avec Gerhard Schröder et consort avec Angela Merkel et son prédécesseur Gerhard Schröder avec Franz Beckenbauer, avec toutes les élites politiques et footballistiques qui auraient pu être à l'origine de la manipulation financière pour octroyer la Coupe du Monde à l'Allemagne. Et la même chose s'est passée sur l'octroi de la Coupe du Monde au Qatar avec les instances de la FIFA. Pourquoi ailleurs on peut s'exprimer sur ce qui ne va pas et pour nous on nous dit c'est impossible? C'est donc ce qui a amené les Camerounais dont je fais partie à dire « Nous n'aurons plus peur de dire ce qui aurait dû être dit depuis la nuit des temps. » Paul Biya s'est révélé d'une incompétence absolue. Il n'a plus rien à faire à la tête du Cameroun. Je ne veux pas savoir si je suis un traître du village. Et c'est d'ailleurs les arguments idiots et totalement animaux que les gens balancent ça et là pour vous convaincre qu'on n'est pas dans un pays sauvage. C'est-à-dire, quand tu dis le Cameroun est un soupçon de pays, quelqu'un s'énerve et pour te prouver que le Cameroun est un bon pays, il te sort la carte de la tribu, la carte du village où il te dit les militaires vont vous bastonner, vont vous violenter. Donc, il te sort les preuves exactement de ce pourquoi tu te bats. Et il veut que tu arrêtes de te battre. C'est comme si quelqu'un dit je dois retirer, il y a un bébé qui est hébergé par un oncle qui la viole et qui la tape. Et moi je dis je vais y aller chasser l'oncle là de cette maison. Et quelqu'un me dit ah ose venir chasser l'oncle de cette maison, il va te taper, il va te chasser, il va te violer. Et je dis mais c'est justement parce qu'il tape les gens et parce qu'il brutalise les gens que je veux enlever ceux qui souffrent là sous sa coupe. Je veux les enlever pour qu'ils voilà s'éloignent de lui pour qu'ils ne soient plus soumis à sa répression, à sa barbarie. Donc, c'est exactement pour ces raisons-là que nous avons déduit, et c'est bien que les biéistes eux-mêmes nous apportent la preuve que Paul Biya est d'une incompétence notoire et qu'il est
que c'est une anomalie, une véritable catastrophe politique et qu'il n'a rien à faire à la tête du Cameroun. Tu ne peux pas me dire de supporter un pays où, parce que je dis, je vais marcher contre le franc CFA, tu me dis que la police va me tabasser dans la rue. Tu ne peux pas me dire de supporter le dirigeant d'un pays où, parce que je dis, je vais manifester pour les libertés publiques, on me dit, j'ai trahi le village. Tu ne peux pas me dire de supporter un président qui me dit, on va envoyer la police et te tabasser parce que j'ai dit, je ne veux pas un pays où manifester signifie justement se faire tabasser. Dans un pays normal, quand on a été élu par le peuple et on en a conscience. On a été élu parce que le peuple a des attentes. C'est donc normal qu'à un moment donné, le peuple nous donne son avis sur notre bilan. Ce n'est pas à nous de dire au peuple, non, j'ai très bien travaillé. C'est le peuple de nous dire, le bilan de ce que tu as fait jusqu'ici, voici comment il se présente. Lorsque vous êtes à la maison avec une femme et que vous devez sortir, elle s'habille et elle vous demande « Comment tu me trouves ?» C'est vous qui lui donnez vos impressions sur son apparence. Ce n'est pas elle qui va décréter qu'elle est jolie, alors que vous vous trouvez peut-être que ce qu'elle a mis sur sa tête, ce qu'elle a mis sur son corps, ça ne va pas passer. C'est exactement la même chose dans le paradigme politique. J'ai été élu pour matérialiser un programme. Si je suis incapable de mettre ce programme sur pied, je dois écouter, je dois accepter d'écouter ce que le peuple pense de ce programme-là. Si le peuple estime que le programme n'a pas été bon, je dois l'écouter et recadrer mon programme pour que justement je réponde à ses attentes puisque c'est pour lui que je suis là. Si je dis au peuple que je suis trop important pour que je lui réponde, je suis trop important pour m'adresser à lui, je suis un surhomme, je suis un demi-dieu, il n'y a aucune raison pour moi de l'écouter ou de répondre à ses exigences, mais ce peuple a la latitude, et c'est ce que je disais, la latitude et la légitimité absolue de me renverser. Il a même l'obligation de faire ça, sinon ça signifie aimer la souffrance. Sinon, ça signifie on n'a pas besoin de président, vu que le président vit seulement pour lui, pour sa belle gueule, et le peuple se débrouille. Dans ce cas, on ne veut pas de président non plus. Si Paul Biya et sa bande ne sont pas capables d'écouter les revendications des populations, il faut aussi qu'ils soient capables de ne pas profiter justement de l'impôt que ces populations la payent et qui leur permettent de vivre. Il faut être rationnel. Tu ne peux pas avoir les avantages et refuser les inconvénients. Quand on est adulte, quand on est majeur, c'est comme ça qu'on réfléchit et c'est la responsabilité de tous les Camerounais, y compris les enfants du président. Je suis toujours amusé quand on dit, voilà, non, laissez Brenda, Junior, c'est leur père, ce n'est pas, oh, désolé. Ils profitent de la fortune du fait que leur père soit président de la République. Ils profitent de la fortune du contribuable. Ils sont majeurs, ce sont des Camerounais comme vous et moi. C'est donc bien beau d'exhiber la richesse ça et là, mais il faut aussi supporter les contraintes qui viennent avec le fait d'être la fille du président ou le fils du président. Si tu ne veux pas supporter les contraintes et les exigences que ça implique d'être la fille d'un président parce que tu n'as pas choisi, il faut aussi refuser de vivre la vie de luxe que vit le fils ou la fille d'un président parce que tu n'as pas non plus choisi de vivre dans ce luxe-là. Et c'est exactement ce dans quoi on est actuellement dans le paradigme camerounais. Soyez donc matures, réfléchissez, soyez tous majeurs et réfléchissez à la pertinence de ce que nous sommes en train de faire actuellement. On a dit, nous allons organiser des marches et je vais vous expliquer donc avant que j'y arrive parce que j'ai dit ce live sera dédié aux questions mais il est important que nous parlions. On a en tout cas le temps, ceux qui ont le temps écouteront ce qu'il faut. Nous avons justement, contrairement à ce que les gens pensent, agi le MRC dans une cohérence absolue. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qui vous a paru bizarre à l'époque, mais je vais vous l'expliquer aujourd'hui et vous allez comprendre que en fait, ce n'était pas si bizarre que ça et que bien au contraire, tout ça était dans un but, ça allait, c'est ce qu'on appelle crescendo, croissant, ça allait vers un but précis. Maurice Kamto est allé aux élections comme tout le monde en pensant naïvement comme tout le monde que nous aurions la vérité des urnes dans une transparence absolue. Même s'il y a la guerre au Nozo et que les résultats sont difficiles là-bas parce que des gens nous disent pourquoi vous êtes allés aux élections alors que le Nozo est en crise en 2018. Bon, on est allé en disant, supposons, voyons déjà si donc dans la partie francophone où il y a la paix, les résultats seront transparents. On est arrivé au contentieux, au Conseil constitutionnel, on a vu des choses mais incroyables. On met déjà de côté les
des bandits qu'à Tanganji, un autre bandit, parce que qui se ressemble et s'assemble, est allé prendre en France dans une broussaille quelque part, je sais pas, en Normandie ou en Auvergne, pour amener au Cameroun, parce que comme la vérité sonne blanche, il fallait qu'un blanc vienne dire que les résultats se sont bien passés et ça devient la vérité absolue. Donc, mettons ça de côté, restons maintenant sur l'attitude des Camerounais eux-mêmes, entre autres avec le Conseil constitutionnel qui te sort des PV à se demander ce que ça fait entre ses mains et qui a un discours totalement partisan pour le parti en place et qui commence en pleine séance au CC à jouer les avocats du parti au pouvoir, en plus du fait que un bon pourcentage de ces gens-là, contrairement aux dispositions, étaient en même temps membres du RDPC, tant et si bien qu'ils étaient obligés d'aller enlever les noms. En fait, on a vu tellement de choses, outre le fait qu'on avait des gens qui chassaient les noms RDPC des bureaux de vote comme Amora, par exemple, dans le Septentrion, justement, ou encore ceux où le chef s'asseyait et distribuer justement de l'argent pour que chacun vienne avec les autres fiches enfin les autres noms pour montrer qu'il y a le nom du RDPC qui manque. Ça veut dire dans l'isoloir, c'est le RDPC que j'ai mis dans l'isoloir. Bref, des incongruités comme ça qui ont donc fait dire à Maurice Kamto que non, celui qui triche, c'est celui qui a perdu. Donc, jusqu'à ce que la vérité soit établie, moi j'ai marqué le pénalty que j'avais annoncé. Et si vous estimez que je me trompe, refaisons donc à zéro la lumière sur ce que je vous demande, comme ça s'était passé avec Michel Martelly en Amérique centrale, comme ça s'était passé même en Autriche, ici en Europe, dans un pays européen où on recompte les voix parce qu'une élection est contestée et où parfois, avec Michel Martelly, justement, la personne qui a contesté les élections s'avère être le vainqueur. Les gens ont préféré la brutalité plutôt que de, justement, accéder à cette requête qui était pourtant très simple. Parallèlement donc à ça, Maurice Kamto décide au début de l'année qui suit l'année 2019, de faire ce qui est réclamé à un citoyen qui est conscient de ses droits. Je vais y aller marcher, donc faire entendre ma voix sur la place publique pour dire non, justement, à la mascarade électorale. C'est ça que les anglo-saxons appellent le hold-up. C'est-à-dire vous avez arnaqué, c'est l'enfumage, vous avez pris le vol, le braquage. Je veux dire non à cela parce que voilà, je veux toujours dialoguer, je veux parler avec vous. Et nous aimerions bien qu'on parle justement de cette problématique électorale. Sinon, comment vous voulez construire le Cameroun? Je veux que la lumière soit faite justement sur le conflit anglophone dont vous-même vous dites que bon, pourquoi le Nozo était en insécurité, mais il y a eu des élections. Et je veux, de trois, mettre la lumière sur la gabegie financière qui nous a retiré la canne, entre autres. Comme je disais, en Allemagne, le président, lui, il a été limogé pour 500 €. En France, François Fillon a perdu son boulot, en tout cas son statut de candidat, il a perdu les opinions favorables qui lui étaient accordées pour une affaire de veste à 11 000 €. Ceux qui ont donc vu l'extérieur, comme Maurice Kamto, comme Wilfried Ekanga, comme tous les autres, qui ont, après y avoir voyagé, eu envie que la même chose soit dans leur pays, ont donc vu en ces marches-là une grande pertinence. Et ils ont dit, oui, c'est normal de se dire, je vais marcher pour ces trois motifs-là. Mais qu'est-ce que Paul Biya a fait? On a tiré sur des gens. C'est-à-dire, regardez la sauvagerie d'un régime. Qu'est-ce qui motive? Quel est le danger que je représente? Quand je vais marcher, je n'ai pas d'armes, je n'ai rien cassé, je n'ai rien fait de mal à personne ou à quelque chose. On prend une arme et je suis une femme. Je parle de Michel Ndoki, on me tire dessus. Je suis une femme, je parle de Rosan Djemeni, on me brutalise. Je suis une femme, je parle de Astoucho, on me maltraite, on me jette dans les caniveaux et je perds mon bébé. C'est quoi ce régime? C'est quoi cette barbarie? Comme si ça ne leur suffisait pas en 2016 d'avoir laissé Monique Oumateke mourir. Dans le même sillage, si on va marcher pour justement l'assurance maladie dans notre pays, les mêmes gens vont dire non, 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 vous déstabilisez la patrie, vous n'avez pas le droit de marcher pour une meilleure couverture santé, une meilleure organisation endogène par un système camerounais des médecins camerounais pour que les Camerounais puissent prendre en charge les Camerounais. Les mêmes, parce que vous revendiquez cela, vous font du mal. Et c'est ce régime-là qui nous dit maintenant que voilà, insurrection aussi les pieds à la patrie, mais je vous dis, tout était, c'est-à-dire, lorsque une personne vous dit manifestation pacifique, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être violent. À Tanganji, dans sa stupidité légendaire, parce que je le dis, il est d'une stupidité légendaire, il n'a pas compris que le pacifisme est un choix.
Rien ne m'empêche de te donner un coup de poing si tu m'en donnes un. Rien du tout. Mes mains ne vont pas refuser le mouvement. C'est-à-dire le corps, les articulations que tu as, j'ai les mêmes. Si je choisis le pacifisme, c'est précisément parce que je ne veux pas voir le pays à feu et à sang. Si toi tu me brutalises alors que j'ai choisi le pacifisme, tu m'invites à la radicalisation. C'est aussi simple que ça et j'insiste. Dans leur stupidité légendaire, ils n'ont pas compris que c'est exactement la même chose qui est arrivée aux zones anglophones. C'est-à-dire aujourd'hui, les marches du 22 septembre n'ont pas encore commencé. Ils ont donc la chance, on leur donne la chance de faire autre chose que ce qu'ils ont fait en zone anglophone. Ils ont bien vu les résultats. Avec arrogance, ils sont allés là-bas, ils ont dit on va taper les anglophones, on va vite régler, la police on va vous brutaliser, vous allez vous calmer. Et voilà, on y est. Et on leur a dit depuis, il ne fallait pas faire ça. Aujourd'hui, ils sont incapables de voir que c'est en train de gagner la zone francophone. Je l'ai dit dans une vidéo il y a quelques jours que j'adressais à M. Rifoé, qui déclarait que Wilfried Ekanga est allé à Cologne dans une réunion cotisée pour les armes pour Phil Marshall. À un moment donné, on ne veut même plus nier les bêtises qui sortent de leur bouche. On leur dit simplement les Camerounais n'ont même pas besoin de nous pour se radicaliser. À l'époque, quand Field Marshall a été créé, il n'y avait pas la diaspora qui lui vendait les armes. C'était des avocats, des enseignants pacifiques qui sont descendus dans la rue en pensant que vous alliez les écouter. C'est votre refus d'écouter et votre amour très prononcé pour la bastonnade et la violence qui a rendu ces gens-là totalement radicaux et qui leur a fait chercher des circuits où ils pouvaient avoir des armes. Donc aujourd'hui, la même revendication se passe dans les zones francophones où on dit on en a marre de ce président, c'est tout à fait normal. Vox populi, vox dei. La voix populaire, c'est la voix sacrée. Quand le peuple ne veut pas, il faut accepter qu'il ne veut pas. C'est-à-dire, en Égypte, Hosni Moubarak pensait aussi que le peuple le voulait. Le peuple lui a dit, je ne veux pas. Et 18 jours plus tard, à la place Tahir, il a jeté l'éponge. C'est exactement la même chose pour le Cameroun. Le peuple a le droit de descendre dans la rue pour dire, Paul Biya doit partir. Ne vous excusez pas auprès d'Atanganji de l'objet de votre manifestation. Ne vous sentez pas offusqué. Assumez-le, c'est l'objet de la revendication. Paul Biya doit partir. On ne veut pas de Paul Biya. Il doit partir parce que ses propres ministres ont failli mourir dans un accident parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Le pont Tallard s'est effondré, maintenant c'est coupé en deux. Il doit partir parce que monsieur le capitaine Ludovic Ndomo a perdu sa femme il y a une semaine dans les chargeurs d'un van parce qu'il n'y a pas de garde-fou. Il doit partir parce que au même instant, lui, il se payait des séjours à 40 000 francs suisses la nuit. Il faut regarder l'article de l'OCCRP. C'est un article international, le Organized Crime and Corruption Reporting Project, c'est-à-dire le projet le rapport sur le crime organisé et la corruption organisée. C'est là qu'on a mis Paul Biya, votre grand sage. Il ne peut se retrouver que dans des plateformes comme ça. On a donc établi un inventaire de dépenses de 182 millions de dollars sur les 38 ans, seulement pour l'hôtel de Genève, c'est-à-dire plus de 100 milliards de francs CFA. 100 milliards de francs CFA, 100 milliards de francs CFA. Et il n'y a pas de garde-fou pour les échangeurs. Et vous voulez que nous disions que cet homme-là doit rester au pouvoir? C'est de la sorcellerie. La seule conclusion rationnelle qui nous passe par la tête quand on a un dirigeant aussi cannibale, c'est qu'il doit s'en aller. Il n'a rien à faire là. Il ne peut pas profiter d'un projet que Amadou Ahidjo avait confié à M. Kakoub, de lui dessiner un superbe palais et de le lui construire en 82. Ahidjo n'a pas aménagé dedans. Lorsque M. Clément Olivier Kakoub lui a remis les clés du palais de l'unité, Amadou Ahidjo a pris les clés, il a donné à Paul Biya que c'est ta maison. C'est la maison des Camerounais, mais maintenant tu l'incarnes parce que tu portes l'étendard de la nation camerounaise. Paul Biya a pensé qu'on lui disait « Ah tiens, je te laisse en héritage mes appartements ». Il a pensé que c'était de la succession. Il a pensé qu'il était dans le testament d'Ahidjo et que ça lui appartient maintenant. Il n'a plus vu la nécessité de faire ce que les exigences du pouvoir lui demandent. Donc, la revendication, c'est Paul Biya doit partir. J'étais donc en train de dire que le MRC était dans la logique de revendication pacifique en janvier 2019. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il a été brutalisé, on l'a mis en prison, et plus tard, on a redonné une seconde chance à ce gouvernement en marchant le 1er juin. On a arrêté Mamadou Mota, on a arrêté tous les autres. En fait, on est dans un délire où on a mis dans la tête des Camerounais, et c'est ce qu'ils vous disent dans vos discussions, que c'est un crime de marcher, et on dit on est dans une démocratie, on vous dit république exemplaire en construction. C'est un crime de marcher, mais dans le même temps,
On va manifester à l'ambassade de France pour Paul Biya. Dans le même temps, on va s'aligner en Simalène pour Paul Biya. Dans le même temps, on organise des motions de soutien pour Paul Biya. Dans le même temps, il y a des manifestations non déclarées pour Paul Biya ou pour ces gens, pour ces intendants financiers, là, pour son clergé politique. Il y a des marches, il y a des mobilisations pour eux. Ce n'est pas un trouble à l'ordre public. Eux, ils peuvent marcher, il n'y a pas de problème. Donc, on veut obliger les gens à soutenir Paul Biya. C'est hors de question. On est en 2020. Assumez totalement la revendication. Paul Biya doit partir. Si on vous demande au Cameroun quel est l'objet de la manifestation, vous dites l'objet c'est le départ pur et simple de Paul Biya. Si on vous dit mais oui, la manifestation est réprimée et interdite à cause de son objet, vous dites le peuple a le droit d'estimer que Paul Biya doit partir. Sinon ça veut dire on vous interdit de penser que Paul Biya doit s'en aller. C'est ça une dictature. C'est ça la dictature. La dictature signifie vous n'approuvez que moi. En Corée du Sud, Kim Il-sung est le président à vie de la Corée du Sud. Depuis que son fils Kim Jong-il a pris le pouvoir, rien n'a changé. Et actuellement que son petit-fils Kim Jong-un, depuis 2011, a pris le pouvoir, il est toujours le président, le père, le fondateur de la Corée. Kim Il-sung de la Corée du Nord. Donc, on veut nous mettre dans le même carcan au Cameroun. Paul Biya est le président à vie, même par-delà la mort, on ne peut pas contester. C'est ce qu'on a vu avec les Sceaux et le sous-préfet qui dit un chef de village qui lui exprime son ressenti. Je ne veux pas de Sceaux, mes populations ont d'autres préoccupations. Le sous-préfet lui dit, ah non, tu as besoin d'un Sceaux. Mais regardez la bêtise. Moi, je suis dans le village, je connais mes réalités, je te dis ce dont j'ai besoin et je te dis que ce que Paul Biya m'envoie depuis son palais à Etoudi n'a rien à voir avec mes besoins. Toi, tu m'obliges d'accepter ce que tu me donnes alors que je n'en ai pas besoin. C'est comme si, c'est comme si je sais pas, quelqu'un, comme je disais, il a mal au genou, vous lui mettez un sparadrap sur les yeux. Il n'a pas de problème oculaire, il a des problèmes aux pieds. Si vous mettez un bandage sur les yeux, ça ne va guérir en rien sa maladie. Écoutez l'origine de la souffrance et pensez la plaie au niveau où se trouve la souffrance. Donc, après y avoir accéléré les marches, les appels au dialogue, les mobilisations, rien du tout, Maurice Kamto dit, bon, ok. On va franchir, c'est-à-dire on va, parce qu'on dit souvent, après la fin du match, il y a quand même le temps additionnel. Maurice Kamto dit à Paul Biya, maintenant on va voir le temps additionnel. Je ne suis pas allé au régional parce qu'il y a la guerre au Nozo. Au municipal parce qu'il y a la guerre au Nozo. Je ne suis pas allé au législatif parce qu'il y a la guerre au Nozo, entre autres. Il y a des gens qui me demandent pourquoi je suis donc allé en 2018 alors qu'il y avait la guerre au Nozo. Et à cela, je leur réponds, ok, justement. Supposons que je n'aurais pas dû aller aux élections en 2018 comme il y a la guerre au Nozo. C'est donc pour ça que je ne suis pas allé au municipal, c'est pour ça que je ne suis pas allé aux législatives et c'est pour ça que les régionales ne doivent pas se tenir. Vous voyez que c'est cohérent? Absolument. Et Maurice Kamto dit donc à Paul Biya, comme toi tu aimes trop le Nozo, toi et tes gens, résous donc la crise anglophone avant d'organiser les régionales. Parce que quand même, tu ne peux pas me dire que la priorité d'un pays, ce sont des élections alors qu'il y a des problèmes du quotidien. À quoi sert un électeur, à quoi sert un élu s'il ne résout pas les problèmes du quotidien? C'est-à-dire, il y a un petit dessin animé que j'aime regarder où certains vont se reconnaître ici, Naruto. C'est une œuvre d'une figure culturelle japonaise qu'on appelle Masashi Kishimoto. Et là-dedans, il y a la symbolique du chef du village qu'on appelle le Hokage. Et là-bas, le Hokage, justement, c'est un poste convoité par tout le monde. Et il y a justement des gens là-bas qui disent à ceux qui convoitent le poste de Hokage, ce n'est pas en devenant Hokage qu'on acquiert la reconnaissance de la population. Non, c'est en acquérant, en obtenant la reconnaissance populaire qu'on devient Hokage. Donc ceux qui ont pensé que si je vois une femme se faire violer, j'ai besoin d'être élu à l'Assemblée de députés ou je sais pas, conseiller municipal pour défendre cette femme du viol, c'est totalement n'importe quoi. Je suis un être humain, je suis conscient que le viol n'est pas une bonne chose, je suis conscient qu'il ne faut pas violer les gens, et que je sois député ou pas, je ne vais pas, je suis conscient du caractère criminel justement du viol, et je ne vais pas attendre d'être élu pour défendre les femmes violées. Donc de la même façon, il ne peut pas y avoir une guerre au Nozo
et quelqu'un dit, je vais d'abord être élu, je vais d'abord être à l'Assemblée ou à la mairie ou au conseil régional pour m'occuper de la guerre aux nozes, c'est de la fumisterie. C'est ceux qui font de la politique une carrière, c'est des carriéristes politiques. Ou si vous voulez en français facile, c'est des escrocs. C'est ceux-là qui vous disent que non, élisez-moi d'abord. En quoi est-ce que le fait d'être député te fait mieux te battre que quand tu ne l'étais pas, qui plus est quand tu es minoritaire? Donc, comme te dit à Paul Biya, tu vas d'abord résoudre les régionales avant de parler résoudre le nozo avant de parler de ces régionales. Et il le dit pourquoi? Parce que lors de l'annonce du grand dialogue national, on était bien content, on se disait, ah tiens, Paul Biya, il a compris. Peut-être, voilà, ils ont l'habitude de dire c'est un sage, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, nous on était curieux de voir qu'un sage a eu besoin de 3 ans pour constater ce que nous qui ne sommes pas sages avons vu depuis le départ. Mais on a dit, accordons-lui le bénéfice du doute. Ok, il a décidé de convoquer justement le grand dialogue national. Certainement, ça va porter des fruits. On était très contents, on était très enthousiastes. Maintenant, on arrive dans les détails, dans les méandres de ce fameux, pardon, on arrive dans les détails de ce fameux grand dialogue national. Et Paul Biya nous dit de 1, on ne va pas convoquer les principaux acteurs de ce dialogue national. Mancho Bibiki, Agbobala, Monsieur Fontem, Sissiko Ayoktabe, tous ces gens-là, les leaders du consortium, et tout, soit dit en passant, quand le consortium est créé, ils sont pacifiques, ils veulent faire la médiation. Quelle est la réaction du bandit, du malfrat, du secrétaire général à la malfracratie à Tanganji? C'est de les mettre en prison. Ils n'ont que c'est mais c'est incroyable. Vous avez des animaux en face de vous. Il y a un problème, je veux le résoudre, on me met en prison. Il y a une marche, je veux revendiquer, on me met en prison. Il y a le franc CFA, je veux le comment, on me met en prison. Il y a la liberté opprimée, je veux marcher, on me met en prison. Il y a la canne, ils ont volé, je revendique, on me met en prison. Mais c'est quoi ce pays? Je répète, assumer le mot d'ordre. On doit chasser Paul Biya, il n'y a rien à faire. Donc, on a donc invité les leaders. Enfin, on a donc mis les leaders au banc de touche. Les leaders politiques, on a dit qu'on invite les partis politiques. Regardez le tableau pervers. Maurice Kamto, Penda Ekoka et consorts, Albert Nzongo, ont été relâchés de prison la semaine qui a suivi le grand dialogue national. Or, on aurait pu les relâcher avant, et comme s'ils auraient participé au dialogue. Donc, Paul Biya a exclu les leaders anglophones séparatistes, ceux qui sont à la source du problème. Il a exclu le parti politique qui lui cause le plus d'ennuis, le MRC, et il a défini à ceux qui étaient là, à ses amis qui étaient là, le thème dont on allait parler. On ne va pas discuter de la forme de l'État, c'est ce que Tanganji a dit à France 24 à Paris. On va discuter de tout, sauf de ce qui pose problème. Et regardez la sorcellerie. Donc, j'ai un problème avec Jean sur la forme de l'État, mais j'organise un dialogue avec Paul sur le Lofombo. Donc, je laisse la personne avec qui j'ai un problème, je laisse le sujet qui pose problème, et je m'attends à une réussite. Ça n'a pas marché. Et donc, Kamto invite, dans le cas des régionales, Paul Biya, vient d'abord, on organise justement un véritable dialogue avec les entités qui dérangent, avec les partis qui dérangent et avec les thématiques qui dérangent, y compris et surtout même la forme de l'État. Paul Biya lui dit « Je m'en fous, on va organiser les régionales ». Et donc, Maurice Kamto aboutit à la seule conclusion logique qui fait un sens. Vous qui trouvez c'est vous qui n'êtes pas logique. On aboutit donc à la seule conclusion qui fait sens, à savoir, mais ce président est un fou, c'est un cannibale, c'est-à-dire lui, ce qui l'intéresse, ce sont les élections. Le dialogue n'a pas fonctionné, il s'en fout. Les libertés sont opprimées, il s'en fout. Le nozo est sinistré, il s'en fout. Il va organiser les régionales. Lui-même, il n'est jamais parti là-bas. Il a organisé un meeting de 12 minutes à Marwa. Et je l'avais dit sur le plateau avec Roger Kiek de Kiki, je sais plus, l'antenne à Yaoundé, quelque temps, lors de la première semaine de campagne, nous étions avec les RDPCistes avoués et les RDPCistes non avoués, comme ce cher Mathias, monsieur le docteur, le seigneur, voilà. Et on discutait justement sur la problématique de la raison pour laquelle Paul Biya est arrivé à Marwa. Et je disais, ne nous leurrons pas, il n'y a aucune campagne à mener à Marwa. Les nordistes se plaignent que les gens les appellent moutons et ils pensent que
Paul Biya les protège et que nous on les considère comme moutons. Or, la principale personne qui les appelle moutons et qui les considère comme des moutons, c'est Paul Biya. C'est-à-dire, il ne vient pas chez vous pendant près de 10 ans. Quand les élections approchent, comme il sait que le Septentrion est très peuplé, il débarque chez vous, il fait 12 minutes, il rentre, il a payé vos élus et vous votez pour lui comme des crétins. Et à la fin, il vous dit, voilà, j'ai le soutien du Grand Nord, mais non, l'enchanteur en chef vous appelle à accuser ceux qui ne vous ont pas enchanté. C'est-à-dire celui qui vous a hypnotisé vous dit que non, on vous a piégé alors que c'est lui qui vous a piégé. Maurice Kamto a donc déduit la seule déduction logique. Comme Paul Biya n'est intéressé que par des élections totalement idiotes alors qu'on est dans un contexte de guerre et d'absence, en tout cas de démocratie et d'absence d'expression politique, mais il faut que Paul Biya s'en aille. Il faut faire partir Paul Biya. Et vous, comme moi, voulez que Paul Biya s'en aille. C'est la peur, vous le savez très bien. De toute façon, ça fait plusieurs années que tout le monde veut que Paul Biya s'en aille. Mais la peur a fait que même dans la famille, on te dit « Hey, ne dis pas ça à haute voix ». J'avais commencé à être intrigué par cette histoire où je me disais « Donc, en fait, j'ai raison. Quand je parle contre Paul Biya, on me dit de ne pas aller crier haut et fort. Donc, ces gens qui me disent « Ne crie pas haut et fort », sont en train de me confirmer en fait que oui, je suis dans un pays dictatorial où je ne peux pas crier haut et fort, Paul Biya doit partir. Or, je veux qu'il y ait la possibilité de crier haut et fort, Paul Biya doit partir parce que c'est mon droit de penser qu'il doit partir. J'ai la nationalité camerounaise. Il est là pour le Camerounais. Si je n'étais pas là, si tu n'étais pas là, si nous qui formons le peuple, les 25 millions de Camerounais n'étaient pas là, Paul Biya ne serait pas président. Il n'y a pas de roi sans sujet. C'est le peuple qui fait le président. C'est donc le peuple qui gouverne le président. Il est chef de l'État en tant qu'institution, mais il est soumis au peuple, tout simplement. Donc, il a l'obligation de satisfaire à nos exigences. À partir du moment où on me dit que mon avis ne compte pas, j'ai dit wow. Ok, je vais donc te remplacer par quelqu'un pour qui mon avis compte, puisque sans moi tu n'es rien. Kamto vous invite donc à faire ce que vous avez eu envie de faire depuis le début, marcher contre la présidence de Paul Biya. On l'assume totalement. Appelez ça comme vous voulez. On dit insurrection. Non, c'est une révolution populaire. Révolution comme refus de la sorcellerie politique. Il faut être un sorcier politique pour vouloir un président qui se sucre à 1000 milliards la semaine pendant qu'une femme qui porte son pagne se plaint dans un village que la famine va tuer les gens au Cameroun. Vous savez qu'il n'y a aucune infrastructure. C'est pas parce qu'il manque à manger au Cameroun, non. C'est parce que peut-être elle vit dans un village où... dans le village voisin, il y a des papayes, des cacaos, etc. Mais comme il n'y a pas de route, comme il faut 3 jours pour arriver dans son village, elle se retrouve dépourvue de tout. Vous prenez un pays, les pays européens comme, je sais pas, l'Islande, un pays de 300 000 habitants. Ce pays-là ne connaît pas d'agriculture, ça ne pratique pas l'agriculture, parce qu'il neige abondamment, il fait hyper froid, il y a des jours où ils ont ce qu'on appelle le soleil de minuit. C'est des pays situés au-delà du cercle polaire, qui font qu'à un moment donné de la nuit, à un moment donné de l'année, le soleil ne se lève pas du tout. De 6 heures du matin à 6 heures du lendemain, tu ne vois pas le soleil, c'est une nuit éternelle. Ce n'est pas propice à l'agriculture. Mais comme ils ont développé le secteur des services, dont l'infrastructure, les avions, les voitures, les trains, tout roule. Il y a donc la nourriture qui leur parvient en temps et en heure. Et là-bas, les supermarchés sont pleins. Vous n'allez pas comparer Reykjavik, la capitale de l'Islande, à Yaoundé. Singapour, ça fonctionne de la même façon. Singapour City, un petit état de près de 2000 km², mais qui justement, sans agriculture, sans rien, arrive à subvenir à ses besoins parce qu'il y a l'infrastructure. On ne va donc pas demander à un Camerounais d'accepter qu'un président qui dilapide 1 milliard par semaine soit encore là pendant que les gens meurent de faim. Vous ne pouvez pas demander ça de nous. Ça n'a pas de sens. Si vous demandez ça de nous, et je vais être cru, prenez votre mère, parce que c'est l'exemple qui choque le plus quand on dit le viol des femmes. Moi, c'est un truc qui me tient à cœur. On dit que les hommes ne défendent pas assez les femmes qui sont victimes de violences conjugales, mais moi, il n'y a rien qui me blesse le plus qu'une femme qui se fait martyriser par un homme, ou qui se fait violer, qui se fait y agresser. Donc, imaginez, on prend votre mère, on l'amène chez un bandit qui viole votre maman, à qui vous tenez,
Et moi, je veux donc m'insurger contre le viol de votre mère. Si vous pensez que vous êtes capable de me dire de ne pas me plaindre et de supporter qu'on viole votre maman, demandez-moi aussi de supporter que Paul Biya viole tous les Camerounais parce que c'est exactement ce qu'il fait, au propre comme au figuré. Le bandit qui vous agresse la nuit, le bandit qui vous viole la nuit, qui sort la nuit pour faire du mal, c'est parfois quelqu'un qui a le master, la licence, c'est quelqu'un qui a des diplômes, qui avait de l'espérance, qui avait un avenir, qui avait de l'optimisme en l'avenir. On lui avait dit rigueur et moralisation. On lui avait dit santé pour tous, il pensait qu'il deviendrait médecin. On lui avait dit que le Cameroun serait émergent, on lui avait parlé du point d'achèvement. Il était plein d'espoir. Et après vint la désillusion. Il s'est réveillé un matin, il a constaté que, mais mince, ce type-là est en train de nous rouler dans la farine. En 2004, il nous dit grandes ambitions. Donc on se dit, voilà, on va faire de grandes choses jusqu'en 2011. 7 ans plus tard, en 2011, il vous dit grandes réalisations. Donc il vous dit en fait que les 7 ans, c'était juste pour avoir des ambitions, mon Dieu. Donc 7 ans, est-ce qu'en 2004, vous aviez pensé que c'était juste pour avoir l'ambition? Donc il a besoin de 7 ans pour avoir une ambition. Normalement, l'ambition, on l'a en 7 secondes. Quand Kadhafi avait dit qu'il deviendrait président de la République, il était en première avec ses amis. On a une ambition, c'est une idée qui vient, un éclair qui vient, on dit voilà, je vais faire ça. Maintenant, on consacre le temps à matérialiser le projet, à essayer voilà, de voir le pourquoi du comment. De 2011 à 2018, il vous parle de grandes réalisations. C'est en 2014 que le Cameroun reçoit la CAN qui va être réalisée 4 ans plus tard. 5 ans plus tard. Mais en 2019, la CAN n'est toujours pas là parce qu'il n'y a pas de stade. Donc, même les réalisations, il n'y a rien du tout. Et maintenant, il vous dit en 2018, grandes opportunités. Mes chers Camerounais, vous allez vous faire imbéciliser jusqu'où? C'est donc pour ça que le seul mot d'ordre qui vaille la peine, c'est il faut chasser Paul Biya. Sauf si vous aimez le viol collectif. Vous avez peur de quelque chose dont vous avez besoin. Vous avez peur de quelque chose dont vous savez pourtant la pertinence. Vous êtes conscient que le seul verdict, la seule conclusion à faire dans ce régime de kleptomane et totalement cannibale, c'est de chasser tous ces gens-là. Comment vous voulez quelqu'un comme Atanganji? En fait, c'est drôle. C'est voilà des gens qui, tu vas marcher, ils pensent que la violence, la brutalité, la menace est un programme politique. Or, tu es en train d'aller marcher pour avoir un président qui construit les ponts. Il aurait pu, cet énergumène aurait pu perdre une jambe, aurait pu perdre sa tête, aurait pu, je sais pas, se fracasser les côtes sur le pont Pallard lors de l'accident qui les a épargnés par un incroyable hasard de circonstances. Voilà quelqu'un qui a failli crever comme un malpropre, comme le malpropre qu'il est d'ailleurs, sur une infrastructure que son cher président a été incapable de construire, et c'est le même qui vous dit, ah non, si vous sortez manifester pour cette infrastructure-là, moi je vais vous tabasser. Il y aura donc un jour, lorsque Atanganji fera un accident et périra dans cet accident, il y aura des Camerounais qui vont boire du champagne et qui vont dire « je suis très heureux ». Et certains parmi vous qui jouent les humanistes vont dire « oui, mais pourquoi ne soyez pas barbares, pourquoi vous voulez-vous souhaiter la mort d'un être humain ?» Mais ils vont vous répondre « mais c'est parce que ce fameux et ce supposé être humain-là, quand je voulais le défendre, quand je voulais y aller manifester pour qu'il ait l'infrastructure et la route, c'est lui-même qui a envoyé ses policiers me tabasser parce qu'il conçoit que il vaut mieux que la route reste dans le piteux état dans lequel elle se trouve. Il n'est pas question que quelqu'un marche pour moi, pour qu'il y ait une route qui vaille la peine. La seule conclusion qui s'impose, cher ami, c'est il faut chasser Paul Biya. Ils ne comprennent rien, ils ne tirent aucune leçon de l'histoire, ils n'ont qu'une seule formule, la barbarie. On va y voir plus clair en fonction des questions qui m'ont été posées. Il y a des gens qui ont posé des questions et où tu vois simplement dans les questions, tu vois déjà, rien que leurs questions trahissent le Cameroun dans lequel ils se trouvent. Parce que dans les questions, tu vois la peur, tu vois la crainte qu'il se passe quelque chose, tu vois comment il reconnaît qu'on est dans un état qui n'existe pas. On est plutôt dans une famille, en fait, on est sur une parcelle de terrain où il y a quelques personnes qui ont le pouvoir et qui veulent le garder pour eux. Et après, il y a une majorité qui doit se débrouiller. Donc, le jour où ce cher Joseph Vest va tomber dans un accident, ne venez pas dire que nous sommes des barbares parce qu'on est content qu'il ait perdu la vie. Non, on va se souvenir que celui qui a perdu sa femme dans l'échangeur d'un van, c'était un capitaine, c'était de la 34e promotion de l'EMIA, l'école militaire interarmes. Et justement, c'est un soldat de Paul Biya. Il est au service de la nation. Et comme on est au Cameroun, quand on est au service de la nation, on est au service de Paul Biya. Voilà donc un capitaine qui a subi les mêmes choses que nous, parce que la route s'en fout de vos histoires.
Vous êtes dans le, vous voulez imbéciliser les gens en leur parlant de Bamileke, de machin, de Kamto, de trucs. Non, la route ne gère pas. Lorsque Françoise Foning a perdu la vie, la route se foutait pas mal qu'elle soit du RDPC ou pas. Lorsque Ketia Cortez a eu son accident avec Atanganji et consort, la route n'a pas géré qu'ils sont du RDPC ou pas. Quand on prend Général Voyage, Touristique Express et consort, la route ne sélectionne pas, elle tue tout le monde. C'est pour ça que cette mobilisation est pour tout le monde. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte la mobilisation. Parce que quand on dit société civile, bougez, vous ne bougez pas. Une structure politique a donc pris les devants et a dit, nous, on va justement porter une idée de révolution populaire et citoyenne et pacifique pour le bien de tous les Camerounais. Maintenant que tous les Camerounais qui se sentent concernés, ça rime à cette révolution-là. Il ne s'agit pas de faire que Kamto soit président. Dans ma tête, le programme du MRC est de loin le meilleur programme qui soit. Ça veut dire que dans ma tête, que ce soit Kamto ou quelqu'un d'autre qui l'implante, je n'ai pas de problème. Nous sommes venus en Europe, ce n'est pas Kamto qui est président en Allemagne, mais je me sens bien en Allemagne parce que le pays est développé. Donc si le Cameroun est développé, je me sentirai bien, même si ce n'est pas Kamto qui utilise justement, qui met sur pied ce programme-là. Si Paul Biya lui-même avait décidé de mettre sur pied le programme du MRC, mais j'aurais arrêté de combattre contre Paul Biya, c'est une question de programme, sauf que Paul Biya n'a pas de programme. C'est-à-dire, le programme du RDPC pendant la campagne, c'était une leçon de catéchèse. En fait, on est entré dans un truc, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et vous nous demandez, comme on a ensorcelé les Camerounais autour de vous, ils disent, allez marcher ici, on va vous taper dessus. Donc, on leur a dit, on leur a mis dans la tête, et eux-mêmes, ils font la publicité de cela. Quand on va marcher, c'est qu'on veut déstabiliser le pays. Tu dis bien marche pacifique. On n'a pas. Est-ce que Maurice Kamto a dit à l'un de vous d'avoir les armes? Est-ce que Maurice Kamto a dit à l'un de vous d'être violent? Ces gens d'une stupidité légendaire n'ont pas compris que la violence viendra de manière automatique si on continue à martyriser les pacifiques. C'est aussi simple que ça. C'est ça la question anglophone. C'est ça la question de Cuba. J'ai toujours l'habitude de parler de Cuba, Fidel Castro. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Fidel Castro en Europe parce que c'est un chef militaire, un chef de guerre. Fidel Castro était un avocat, comme maître Michel Doki. Che Guevara était un médecin, comme le docteur Apollinaire Oko. Et ainsi de suite. C'est des gens qui étaient des citoyens comme vous et moi, qui ont essayé les voies pacifiques pour résoudre un problème parce qu'ils croyaient en la pertinence d'une figure politique donnée qui gouvernait leur pays, mais qui se sont réveillés un matin en constatant que ça ne servait à rien. Ils se faisaient tabasser, taper à chaque fois qu'ils venaient avec le pacifisme. Quand vous êtes pacifique et que vous tapez dessus, vous ne serez jamais écouté. C'est donc ça qui engendre ce qu'on appelle la radicalisation. On leur a expliqué ça sur le Nozo. On leur explique ça encore actuellement. Ils n'ont qu'un seul discours. On va mettre les chars, la police, on va vous brutaliser, on va vous arrêter. Qui vous a mis dans la tête que les arrestations arrêtent une révolution? Vous pensez que là où ça a marché à la place Tahrir en Égypte, l'Euromaïdan en Ukraine, la révolution au Burkina Faso en 2014 ou le chassement d'Ibrahim Boubacar Keïta il y a quelque temps, vous pensez que là-bas il n'y avait pas l'armée, quoi. Vous pensez qu'il n'y avait pas la police, vous pensez que là-bas ça a réussi parce que l'armée a croisé les bras et a dit faites. Non, c'était la même logique idiote de répression et de violence jusqu'à ce qu'ils aient compris que ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que dans mon live d'il y a 2 jours, j'ai envoyé un message à l'armée camerounaise que je réitère d'ailleurs ici. Les gens qui vont marcher pour chasser Paul Biya ne marchent pas pour mettre le Cameroun à feu et à sang. Ils marchent parce qu'ils se sont rendus compte que Paul Biya est incapable de construire des choses élémentaires comme des routes pour que tout le monde vive le luxe comme Brenda. Je me suis amusé à aller sur la page officielle de Brenda Biya. Et quand tu vois les commentaires, chacun écrit tu peux me faire un Western Union, tu peux m'envoyer un peu, ça ressemble à de la blague, mais ces gens-là sont sérieux. Les Camerounais qui demandent un peu d'argent, je ne crois pas que si elle le leur envoie, ils vont refuser. Les Camerounais sont démunis. Il y a une clique de personnes qui, eux, vivent dans le luxe, mais une majorité qui n'a rien. Donc, chers militaires, quand on dit on va marcher contre Paul Biya, ce n'est pas contre la personne. Je me fiche pas mal de Paul Biya, l'individu, mais j'ai une haine absolue envers Paul Biya, le président de
de la République du Cameroun parce qu'il est d'une nullité mais intergalactique. Je n'ai jamais vu ça. Et comme si ça ne suffisait pas, il n'a même pas la décence de se montrer devant son peuple. Et quand on dit qu'il est mort parce qu'il n'y a pas de différence entre lui et un cadavre, il y a des gens qui font de la vie de Paul Biya un projet de gouvernance. Quand il apparaît avec un ambassadeur, on dit « Ah tiens, la honte de ça, vous avez dit qu'il est mort, mais voilà, il est avec un ambassadeur. » Mais c'est à vous d'avoir honte. Votre président a vu un ambassadeur. Et alors ? Tu sais quoi de la teneur? Tu as seulement vu sur Facebook la photo. Vous nous dites on est parti de Facebook, mais c'est vous qu'on voyez pas le biais sur Facebook, vous vous excitez comme des abeilles à qui on a piqué leur miel. Donc je suis désolé, chers soldats, chers policiers, chers militaires, la raison pour laquelle nous allons manifester pour chasser Paul Biya, c'est parce qu'il est incapable de construire les ponts où une femme, à votre capitaine, a perdu la vie il y a quelques jours. Vous n'êtes pas on n'est pas les seuls gagnants du chassement de la révolution citoyenne que nous sommes en train de mettre sur pied. Vous-même, que vous soyez militaire ou pas, parfois vous êtes en ville, parfois vous êtes en congé, vous venez voir les familles. Vous n'êtes pas à l'abri de mourir parce qu'un pont s'est effondré. Je prenais donc l'exemple du pont de Gênes. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'en Vannes, il y avait des garde-fous, on a enlevé. En Italie, dans la Ligurie, il y a un pont qui s'est effondré il y a 2 ans et qui a tué énormément de gens. Les Italiens l'ont construit en 1 an. Le pont là, a coûté 180 millions d'euros. Pardon, il a coûté 202 millions d'euros. Le pont sur le Vouri à Douala a coûté à peu près aussi dans les 180 millions d'euros. C'est-à-dire, c'est sensiblement le même prix, sauf que le pont sur le Vouri, il suffit qu'il y ait une petite pluie et c'est le pont sous le Vouri. Et le pont sur le Vouri ou sous le Vouri a été construit sans la moindre idée d'urbanisme puisqu'on l'a mis à 8 mètres d'un pont préexistant dont il se partage les mêmes bretelles que le pont précédent. Tu te demandes si ceux qui ont le Cameroun entre les mains sont des cinglés. C'est incroyable. C'est-à-dire, c'est incroyable ce pays-là où vous dites le pays est stable, ne déstabilisez pas le pays. Mais c'est incroyable. On vit dans un mirage, on vit dans une hantise, mais c'est de la fantasmagorie à une échelle insoupçonnable. Et je dis donc à nos chers corps de l'armée, ne soyez pas naïfs. De un, dans la foule où on vous envoie tirer, il peut y avoir vos cousins, vos frères, vos oncles, vos amis ou vos petites amies. Alors faites attention à ce que vous... On est tous perdants, c'est les Camerounais. Ceux qui nous disent vous allez lire l'heure de quoi? Nous, même dans la diaspora, on peut dire vous allez lire l'heure. C'est vous qui mourrez là-bas des ponts. En Europe, nous prenons beaucoup les transports en commun. Ils font très rarement des accidents. Et si on fait un accident sur l'autoroute, c'est que c'est nous qui avons fait une erreur. C'est l'erreur du conducteur. Ce n'est jamais à cause de la route parce que le réseau routier, autoroutier est d'une excellente qualité. Parfois, il peut y avoir un problème sur le rail, mais c'est très rare que ça prenne la vie de quelqu'un. Pour ce qui est maintenant des transports en commun, vous pouvez faire 10 ans en Europe sans entendre qu'un métro, un tramway ou un bus de ville a fait un accident. Ça n'existe quasiment pas. Vous, là-bas, vous y êtes soumis parce qu'il n'y a pas de route. Il y a des dépassements, mais totalement absurdes, sur des routes minuscules, non goudronnées et où un camion de billes de bois destiné au marché européen, alors que ça vient de chez nous, soulève un ratio de poussière incommensurable. Voilà donc ce pourquoi nous marchons pour un pays qui a un sens. Nous, on a vu l'extérieur, on a vu les autres pays, on veut la même chose chez nous. Les Français voient Macron tous les jours, ils en ont même marre de lui. On l'appelle même Manu, on se moque de lui. C'est ça la démocratie. Demos Kratos, c'est ça la démocratie, la volonté du peuple. C'est-à-dire, en Suisse, ils pratiquent vraiment la démocratie directe. Quand un truc ne va pas, on descend dans la rue. Même pour la construction des stades, il y a quelques années, le FC Bruges, le FC Zurich voulait construire un nouveau stade. La population n'était pas d'accord parce qu'elle trouvait que le stade qu'il y avait là était très bien. La population est descendue dans la rue pour dire non au nouveau stade. On va mettre cet argent ailleurs dans le budget de l'éducation ou je sais pas. Donc voilà, et ils ont obtenu gain de cause. Les populations sont descendues dans la rue, les gilets jaunes, ils criaient même « Macron, démission !» On les a laissés dire que Macron doit démissionner. C'est la volonté populaire. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi cette habitude en 2020 à descendre dans la rue et à tirer sur des gens parce qu'ils ont dit que Paul Biya doit partir? Vous n'êtes pas des animaux. La vocation d'une armée, c'est d'empêcher qu'une puissance étrangère ou un groupe terroriste étranger porte atteinte à l'intégrité du pays. Ce n'est pas d'empêcher un peuple qui estime avec argument et fait à l'appui qu'un président n'a plus rien à faire là où il est. Ce n'est pas le travail d'une armée de mater ce peuple-là. Vous n'êtes pas une milice. L'armée est appelée la grande muette, ça veut dire qu'elle ne prend pas